Bonjour à toutes, mes chères exploratrices de la vie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes celles qui font partie du cercle depuis peu. Donc, je me suis Marie-Guisée, j'aide les femmes à oser prendre leur place en étant plus connectées, en étant plus entières aussi. Voilà, dans leur vie. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir et privilège d'accueillir une experte en reliance amoureuse, Aurélie Dubois. Et nous allons aujourd'hui parcourir un thème qui va certainement venir vous parler, te parler. C'est celui de comment gérer le confinement quand on est en couple. Comment avoir plus de sérénité quand on est en couple, parce qu'on peut vivre en effet, c'est ce que j'expliquais un petit peu en préambule, ce que j'ai pu entendre autour de moi. Moi, je ne suis pas en couple là maintenant, mais ce que j'ai pu entendre, ça peut-être des témoignages d'amis, de clientes, etc., que c'est pas toujours évident. On se trouve dans une période où on est beaucoup ensemble et pourtant, on a l'impression d'être de sentir presque lointaine de la personne avec qui on partage notre quotidien. Et ça peut être très frustrant, ça peut être un peu stressant aussi, parce que ça peut remettre en cause peut-être des piliers qu'on avait créés. Et puis surtout, comment gérer un quotidien pour que ce soit plus harmonieux, plus serein. Donc voilà, Aurélie, j'avais vraiment envie de venir t'accueillir les bras ouverts dans ce beau cercle, avec toutes ces belles femmes aussi qui ont envie d'aller de l'avant, se faire confiance, pour que tu puisses, toi, donner aussi ton expertise. Comme je le rappelle, tu étais intervenue sur la dépendance amoureuse. Voilà, c'était, toutes celles qui sont intéressées sur la notion de dépendance amoureuse, vous pouvez retrouver l'article d'Aurélie, l'interview qu'on avait fait toutes les deux pour avoir toutes les astuces. Et là, je me suis dit, ouais, c'est vraiment un thème, tu es parfaite pour pouvoir venir nous donner des clés. Donc, écoute, je te propose de venir tout simplement te présenter. Et puis ensuite, voilà, sur l'interview, on se donne une demi-heure. Hein. Et puis, si ça te va, en termes de timing, on peut aller jusqu'à 20-25 minutes et avoir 5-10 minutes de questions. Ça te va? Oui, ça marche, avec plaisir. Pour toutes ces questions-là, voilà, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. D'ailleurs, même maintenant, un petit coucou, un petit pouce levé, un petit cœur. C'est toujours sympa voilà, de vous voir avec nous. D'accord. Toi, tu vois les commentaires, Marion, c'est quoi? C'est sur, c'est sur Facebook ou c'est sur c'est sur Facebook, c'est sur le... Ouais, complètement. Alors, attends, si tu veux, moi, je peux mettre directement même sur la page du cercle en plus. Normalement, ouais, je peux les voir. Toi, tu les vois pas, pour le coup? Non, parce que moi, tu sais, je suis directement sur la plateforme. Bah, limite un petit essai, si une d'entre vous peut nous faire un petit commentaire, un petit like, et puis de toute façon, on va commencer et s'il y a besoin. Ouais. Bon, en tout cas, encore merci à toi, Marion, pour cette invitation. Déjà, c'est une joie et un grand plaisir de pouvoir intervenir. En tout cas, j'apprécie à chaque fois déjà nos échanges qui sont d'une grande richesse. Et donc, je suis sûre que les femmes qui sont dans ton cercle ont de très belles valeurs et très belles qualités, parce que tu as l'art aussi de pouvoir rassembler de très belles femmes. Donc, moi, je m'appelle Aurélie Dubois, et depuis maintenant 5 ans, j'aide les femmes qui sont en couple à harmoniser leur relation, notamment parce que elles sont sujettes à des conflits récurrents avec le partenaire. Il y a aussi de l'incompréhension mutuelle qui s'est installée, et à un moment donné, ça crée de l'éloignement parce qu'on n'arrive plus à se comprendre, on n'arrive plus à communiquer sereinement. Ça peut monter crescendo aussi, et donc du coup, c'est des grosses disputes, les cris. Et donc, ce mode de fonctionnement, forcément, ça éloigne. Et le problème, c'est que les femmes que j'accompagne, c'est pas qu'il y a un manque d'amour, c'est juste qu'il y a un manque de compréhension, et elles ne savent pas comment faire pour réussir à dire ce qu'elles ressentent, ce qu'elles ont envie d'exprimer, sans que le partenaire se braque ou rentre dans un processus d'attaque ou de défense. Donc, je les aide à reconstruire en fait de très belles bases pour pouvoir communiquer avec authenticité et bienveillance, trouver les mots justes pour qu'elles puissent ouvrir le cœur de leur partenaire, qui soit disponible pour les écouter et les comprendre, et puis aussi les soutenir. Et bien sûr, tout ça, ça passe aussi par une introspection, ça passe aussi par un travail sur soi pour déjà mieux s'écouter et se comprendre, pour qu'ensuite elles aient la capacité de mieux écouter et comprendre le partenaire. Donc ça, c'est tout le travail que j'ai mis en place sur ces 5 dernières années. Et ce que j'ai remarqué, c'est que le confinement est à la fois une période qui est hyper challengeante, hyper inconfortable, et en même temps qui est extraordinaire d'un autre point de vue, sur le fait de pouvoir se poser les bonnes questions, parce que ça vient
on va dire, mettre en lumière des choses qui sont merveilleuses dans les couples. Il y a beaucoup de couples qui utilisent cette opportunité pour se retrouver et qui vont plus être dans la recherche de comment pimenter le couple, comment trouver des jeux pour se connecter, pour occuper, on va dire, le quotidien. Tandis que d'autres vont essayer de trouver plutôt des astuces pour comment faire pour apaiser les conflits, apaiser les tensions. Et donc, pour moi, le confinement, c'est comme une sorte de révélateur, en fait. Ouais. Parce que la plupart des femmes qui viennent me voir me disent, au final, c'était quelque chose qui était déjà présent dans notre couple, sauf qu'avec le confinement, le fait qu'on soit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il n'y a plus d'échappatoire, en fait. C'est quand même un miroir grossissant un peu. Hein. C'est un miroir grossissant, en fait. Parce que là, il y a plus cette stratégie de pouvoir, quelque part, fuir la problématique en faisant autre chose. Ouais. Souvent, c'est je vais faire du sport, je vais faire une sortie avec mes amis, je vais passer quelques temps dans ma famille ou je me fais une sortie avec les copines. Bref, il y a plein de possibilités pour pouvoir justement faire redescendre la pression, se calmer, le temps de revenir voir l'autre. Mais là, c'est pas possible. Et donc, pour moi, il y a le confinement. Il a cette particularité, comme tu disais, du coup, de faire cette espèce de miroir grossissant. Et il y a plusieurs facteurs, justement, qui peuvent justement accentuer le conflit. Ouais. Le premier, c'est le fait tout simplement de ne pas savoir communiquer, de ne pas savoir exprimer les choses avec clarté et simplicité. Ouais, et là, je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire, mais le nombre de fois où on pense, parce qu'en tant que femme, on se dit non, mais moi, je sais mieux communiquer, je suis habituée à parler de mes émotions, etc. Et on vous joue un peu des fois le rôle de l'initiatrice, tu sais. Mais parle-moi de toi, de tes émotions. Moi, je sais parler des miennes, mais en fait, c'est pas toujours aussi simple que ça. Ouais, c'est pas simple parce qu'en fait, il y a des pièges. Parce que moi, la première chose que je me suis rendu compte il y a quelques années, c'est que j'étais persuadée d'être une grande communicante. Parce que par rapport à mon partenaire, c'était moi qui parlais. C'était moi qui voulais initier la communication, qui voulais comprendre, tandis que l'autre avait plus cette tendance à vouloir se réfugier dans sa grotte et le temps que ça se calme. Et en fait, je me disais, moi, j'ai aucun problème, je suis une grande communicante, c'est l'autre qui veut pas parler. Et en fait, je me suis rendu compte avec le temps et l'expérience, notamment parce que je me suis formée pendant plusieurs années à la communication non violente. En fait, je me suis rendu compte que c'est pas parce que c'était moi qui voulais initier la communication, c'est pas parce que c'était moi qui parlais beaucoup, en fait, que forcément je communiquais bien. Je communiquais avec bienveillance, justement. Et souvent, quand on me parle de communication non violente, on me dit, non, moi, Aurélie, je suis pas violent, on s'insulte pas, il n'y a pas de cris. Je dis, ouais, mais il y a une différence entre le fait de crier et s'insulter et le fait, à un moment donné, d'exprimer des choses et qu'à un moment donné, l'autre se braque. Parce que la violence peut être extrêmement subtile. La violence, c'est pas forcément aussi la volonté de faire mal à l'autre, mais c'est aussi de se rendre compte qu'il y a des moments où on a des maladresses verbales. Alors, par exemple, est-ce que tu as un exemple concret qui pourrait se passer, tu vois Eh bien, par exemple, ce que je donne, moi, en général, c'est les reproches, les critiques et les jugements. Ces trois facteurs, c'est ce que j'appelle des facteurs de conflit. Ces trois facteurs que la plupart des personnes utilisent au quotidien et qui, sans s'en rendre compte, vont fermer le cœur de l'autre. Et la question que je pose en général, c'est est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'à un moment donné, ton partenaire dit ou fait quelque chose et que toi, tu te sens touché, tu sais, c'est comme un pincement au cœur ou c'est comme si tu recevais un coup de couteau même des fois. Tu te fermes tout de suite, quoi. Tout à fait. Ça, c'est parce qu'à un moment donné, le partenaire a utilisé un activateur de conflit, voire plusieurs. Et ça, c'est déjà de la communication violente, entre guillemets. Ouais. Et puis, il peut y avoir même, alors tu parles de choses qu'on dit, mais il peut y avoir aussi les silences, tu vois. Parce qu'il peut y avoir aussi, oui, tout à fait. Du verbal, d'ailleurs. Il y a le non-verbal aussi. Si à un moment donné, on a envie de rentrer en communication et l'autre nous ignore, par exemple, ou qu'il ne veut pas justement communiquer et qu'il s'enferme constamment
dans une autre pièce ou qu'il fuit la discussion sans jamais revenir dessus, ça peut être aussi source de souffrance. Donc, c'est important de voir que la violence, elle n'est pas non plus… parce que c'est vrai que violence, c'est un mot qui est très fort. Moi, mon compagnon, il me dit « Ouais, j'aime pas communication non violente parce que violence, c'est quand même fort comme mot. » C'est ça. Ouais, mais en même temps, ce que je lui disais, je lui dis « Mais tu te rends pas compte à quel point tu es violent tous les jours avec toi-même. Rien que dans le fait que on a une petite voix intérieure qui va juger ce qu'on fait, où on va se blâmer. Ah non, on va se critiquer, on va se juger. Parfois, on est super violent. Moi, j'ai des femmes qui sont merveilleuses que j'accompagne et elles vont me sortir des croyances comme quoi je ne sers à rien, je suis nulle, de toute façon, je ne mérite pas le bonheur. Donc, tu vois, il y a des phrases hyper violentes comme ça qu'on s'inflige à soi. Et après, moi, ce que j'aime bien dire aussi, c'est qu'en général, l'autre, c'est un peu le miroir de la manière dont on va se traiter intérieurement. Parce que le partenaire, il a l'art inconsciemment d'appuyer sur nos propres blessures aussi. Donc, à la limite, ce que je propose, Aurélie, donc ça serait quoi? En termes de clés, justement, ça c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que la notion de miroir, de se dire, bah tiens, l'autre ne m'écoute pas, mais est-ce que moi je m'écoute en ce moment, tu vois? C'est ça. Mais est-ce que moi je m'écoute? Mais tu me respectes pas, tu es tout le temps en retard. Est-ce que moi je suis pas en retard dans certaines parties de ma vie, tu vois? Donc c'est intéressant ce que tu dis, la notion de miroir, et je pense que c'est vraiment une clé qui nous permet de nous responsabiliser, tu vois? C'est sur ça. en fait, quelle image je donne de la relation que j'ai avec moi-même. C'est un petit peu le mode d'emploi de comment m'aimer. Si j'ai du mal à m'aimer, comment l'autre peut vraiment… Je lui donne quoi comme mode d'emploi pour apprendre à m'aimer si je ne lui montre pas le mode d'emploi qui me va à moi? Donc, c'est hyper, je pense, c'est hyper puissant ce que tu viens d'ajouter. Est-ce que tu aurais justement peut-être, on va donner 2-3 clés, tu vois, concrètes, comment gérer si on a une situation de conflit, par exemple, en ce moment, des femmes. Alors, d'ailleurs, toutes celles qui nous regardent, vraiment, n'hésitez pas. Je vous invite à commencer à poser des questions. On les retrouvera au fil de l'eau. Si des questions vous viennent, ou alors les poser d'ici 10 minutes, comme vous voulez. Mais voilà, ce serait 2-3 clés concrètes. Et puis ensuite, j'aurai une autre question pour toi. Voilà. Pour le côté pratico-pratique, déjà, c'est comme je disais, pour éviter les conflits. Éviter les conflits, c'est déjà éviter les activateurs de conflits. Moi, aujourd'hui, j'en ai répertorié, il y en a plus de 11. Et là, les 3 que je t'ai donnés, que je vous donne, c'est vraiment les principaux. Critique, reproche, jugement. Si déjà, vous mettez de la conscience, pour moi, de toute façon, la clé numéro 1, et ça restera toujours la clé numéro 1 pour moi, c'est dans le fait déjà de mettre de la conscience sur nos modes de fonctionnement. Donc, un exercice, moi, que je propose régulièrement à mes clients, c'est « Ok, aujourd'hui, tu vas jouer un jeu. Tu vas jouer le jeu de l'observatrice. Et donc, du lever jusqu'au coucher, je vais t'inviter à faire attention à ta manière de te comporter, à tes actes, à tes réactions. Et donc, c'est déjà de s'observer, ne serait-ce que le temps d'une journée. Ok, c'est quoi nos habitudes? Est-ce que j'ai cette tendance justement à critiquer, juger et faire des reproches, que ce soit vis-à-vis de moi-même, ou que ce soit vis-à-vis de mon partenaire, ou que ce soit vis-à-vis de mes enfants. Et lui, de quelle manière il va réagir à ça, et surtout de quelle manière aussi il utilise ces activateurs de conflit, si oui ou non il les utilise. Et à partir de ça, il y a moyen d'éviter les conflits si on sort de ça et qu'on arrête de les utiliser. Parce que forcément, ces 3 activateurs, c'est dès que tu en utilises un, c'est comme si tu mettais un petit coup de bâton à ton partenaire. Parce que ça fait mal, tu vois. C'est compliqué de recevoir ça. Complètement. Et si tu donnes un exemple concret pour chaque activateur qui est typique, comme ça permet de tout de suite de bien visualiser à quoi ça ressemble. Ouais, écoute, ça peut être de toute façon, tu ne m'écoutes jamais. Ça, c'est un reproche. Ou alors, t'as encore laissé traîner tes affaires dans la chambre. Ou, de toute façon, tu ne penses qu'à toi. D'accord. Tu vois, c'est ce genre de petites réflexions au quotidien, c'est des petites piques, mais qui au final sont pas agréables. Et quand on reçoit ça, il y a 3 manières de réagir. Soit c'est le repli sur soi, soit c'est la fuite, soit c'est l'attaque. C'est un peu les 3 modes de survie d'ailleurs. Les 3 modes de survie, c'est ça, exactement. Le problème, c'est que la fuite, là, c'est compliqué. À part si tu trouves le prétexte d'aller faire les courses pour souffler pendant une demi-heure.
Ouais, c'est clair. Mais Tu c'est changes les compliqué. heures sur ta dérogation pour rester plus C'est longtemps. compliqué. Ouais. Mais du coup, j'ai des personnes qui me contactent et qui me disent, Aurélie, j'ai besoin de ton aide parce que là, on vit sous le même toit, mais en fait, Eh oui. on est dans des pièces séparées, quoi. Et c'est compliqué. On veut pas se croiser parce que sinon, ça part au clash. D'accord. Donc, il y a les activateurs de conflit qu'il faut éviter d'employer. Et après, si le conflit démarre, Ouais. parce que justement, il y a eu une petite réflexion qui n'a pas été agréable et que on est dans les réactions que l'autre réagit à ça. Mhm. Ce qui est important, c'est aussi comme clé de ne jamais communiquer sous le coup de l'émotion. Ouais. Pas être en Parce mode que réaction, quoi, en fait. ouais, c'est ça. Parce que si on est touché par rapport à ce que peut dire ou faire quelque chose, en tout cas notre partenaire, ou que lui est touché et qui rentre dans un mode de réaction, Ouais. dès que tu observes que tu es touché émotionnellement et que tu sens qu'il y a le truc qui monte, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la frustration, de la colère. Mhm. Le premier réflexe, c'est de pouvoir réussir à dire stop Ouais. et de prendre du recul. Mhm. Donc, ça commence par le fait déjà de respirer, de souffler, parce que la respiration, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Donc, dès que tu es touché, de déjà prendre une grande inspiration et puis de réussir à dire au partenaire, bah écoute, là, ce que tu viens de dire ou ce que tu viens de faire, ça me touche et, et j'ai besoin de prendre un temps pour moi pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé là. Ouais. Parce que si l'autre rentre dans la communication sous le coup de l'émotion, on sait très bien que quand on est touché émotionnellement, il peut y avoir des dérapages. On va avoir tendance à dire des choses qu'on va regretter plus tard. Donc, prise de recul pour décompresser et ensuite revenir dans la discussion à tête reposée et demander au partenaire qu'il soit disponible aussi. Donc, lui poser la question, est-ce que c'est le bon moment pour toi? C'est ça? Ouais. Pour Lui demander comment se prendre un rendez-vous amoureux, tu vois. Parce que souvent, on a cette tendance aussi à revenir sur un sujet qui nous a touchés, mais l'autre est en train de faire quelque chose ou il a une tâche, il est préoccupé. Donc, c'est important aussi de s'assurer que l'autre soit 100% disponible pour l'écoute de ça, tu vois. D'accord, ok, ouais, donc c'est important aussi déjà, dans ce que j'entends, c'est de voir déjà, de s'auto-observer, donc ça c'est la première chose, de voir comment je me parle à moi, comment je parle à mes enfants, comment je parle à mon conjoint, peut-être de voir comment lui il se parle, mais bon, c'est vraiment d'abord soi, en fait, de revenir à soi, sur la relation à soi. Ensuite, deuxième point, c'est quand il y a un conflit qui commence de dire, bah voilà, je sens que je peux être en mode réaction, c'est en train de toucher des choses en moi, activer des boutons, et je vais rentrer dans quelque chose de la frustration, de la colère, et si moi je vais commencer là-dedans, je vais peut-être en mode réaction, je vais peut-être toucher des boutons chez lui, et donc ça va venir activer, on va tous les deux dans nos tours, et ça va mener à, entre guillemets, à rien. Donc c'est de faire un temps mort, c'est ça, un temps mort, et ensuite quand on se sent calme, revenu à soi, en prenant soin de soi, ça demande aussi, je pense, une connaissance de soi, en disant qu'est-ce qui me ferait du bien. Tu parlais de la respiration qui permet de rééquilibrer, de s'oxygéner le cerveau, etc., pour gagner en clarté. À ce moment-là, c'est aussi de demander en fait à l'autre, est-ce que c'est le bon moment pour toi? Quand est-ce que c'est le bon moment pour toi? Donc chacun se responsabilise, dans ce que j'entends aussi, sur voilà où j'en suis et c'est ok pour moi. Donc on n'est pas là à materner, une personne se materne dans l'histoire en disant est-ce que c'est bon, etc. Mais c'est vraiment chacun se responsabilise sur cette relation aussi, tu vois, sur la communication qu'on veut. Puis voilà. Ouais, tout à fait. Et après, ça, c'est vraiment, tu vois, la formule que j'appelle un peu cas d'urgence pour déjà limiter la casse, entre guillemets. Mais après, moi, tout l'accompagnement que je fais avec mes clientes, c'est dans le fait de leur transmettre aussi des rituels, des outils et des processus pour vraiment aller creuser ça en profondeur pour éviter que ce genre de situation se reproduise. Bah oui, donc, bien ça sûr. passe aussi par le fait de les former à l'EFT, tu vois, pour qu'elles puissent mieux gérer leurs émotions. Donc, technique de libération émotionnelle. Comme ça, en quelques minutes, elles ont la capacité de vraiment désamorcer une tristesse, une colère ou quoi que ce soit. Ça évite que ça perdure dans le temps. Et puis après, c'est des processus aussi de préparation mentale pour pouvoir être disposé à rentrer en communication avec le partenaire. Le fait aussi d'avoir des rituels qui vont permettre de mettre le focus sur ce qu'elles veulent, sur ce qu'elles aspirent, tu vois, en termes de relation, plutôt que de mettre son focus sur ce qu'elles ne veulent pas. Mais en tout cas, tout ça déjà, dans la priorité, là, avec ce confinement, c'est aussi vraiment de penser à soi. Parce qu'on a souvent cette tendance à vouloir prendre soin des autres, donc prendre soin de ses enfants, prendre soin de son compagnon, prendre soin de sa famille. Et
ça va passer au détriment de ses propres besoins. Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand on ne prend pas soin de ses besoins, à un moment donné, on est fatigué. C'est comme si on avait notre réservoir d'amour qui était vide. En fait, c'est presque dans ce que tu parles de croyance, c'est ça? De toute façon, oui. Il y a une croyance aussi là-dedans qui est souvent un manque de confiance et un manque d'estime de soi. Ou étant donné qu'on ne s'aime pas suffisamment, qu'on n'a pas suffisamment confiance en soi, on va essayer de donner un maximum aux personnes que l'on aime, dans l'espoir, dans le but aussi de pouvoir un peu avoir en retour, parce qu'on ne sait pas comment remplir nous-mêmes notre réservoir d'amour. Le réservoir d'amour, qu'est-ce que c'est pour toi? Enfin, juste pour bien le réservoir d'amour, c'est ce réservoir qui fait que quand on est pleinement rempli, c'est-à-dire quand on s'aime pleinement, quand on a confiance en soi, on est une femme qui est souriante, qui est rayonnante, qui est pleine d'énergie, qui va donner sans compter. Tu vois, elle donne, mais sans attente. Et c'est surtout que elle sait déjà se donner à elle-même. Elle sait déjà penser à elle en priorité, parce que souvent il y a cette croyance aussi que penser à soi, c'est égoïste. Et moi, c'est le contraire que je dis, c'est l'égoïsme. C'est quand tu veux donner aux autres alors que tu es déjà en incapacité de te donner à toi-même. C'est ça. Et l'autre devient, en fait, ils ont créé une dette, en fait, avec l'autre. Non, attends, je t'ai donné ça, je suis gentille avec toi. Ouais, c'est ça. Oui. Etc. Et toi, tu fais quoi pour moi? Ouais, c'est ça. Et au bout d'un moment, de toute façon, ça revient dans les conflits. Tu vois, ce truc de dire après tout ce que j'ai fait pour toi. Tu sais, le nombre de phrases. Tu entends cette phrase, que ce soit avec tes parents, des amis, après tout ce que j'ai fait pour toi. Et là, tu dis, ah oui, ok, c'était pas donné en fait. C'était un marchandage. Ouais, exactement. Ouais. Et puis moi, j'étais une spécialiste il y a longtemps, quand à un moment donné, c'était mon premier amour, Benjamin, à Montréal, je me souviens, et pareil, je le voyais en train de vraiment se faire, avoir ces petits moments de plaisir, etc. Et je dis, mais lui, pourquoi il s'occupe pas de moi alors que moi, je m'occupe tellement de lui? Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, je me dis, mais attends, je suis responsable de mon bonheur. Pourquoi je demande à l'autre d'aller remplir des choses qui, en fait, je suis la première responsable de comment je me sens. Voilà. Donc après, il y a le couple aussi. Je pense qu'il y a quand même les enjeux aussi de s'aimer et puis d'apprendre à s'aimer, mais c'est d'abord avant tout, comme tu le dis, de pouvoir d'abord remplir son réserve d'amour pour être capable de donner avec joie et sans attente. Ouais. Et puis après, bien sûr que si on est en couple, c'est aussi pour qu'on puisse s'apporter mutuellement, qu'on puisse se donner mutuellement. Donc, bien sûr qu'à un moment donné, quand on donne, ça semble quand même juste de pouvoir recevoir en retour, mais la clé, c'est de ne pas être dans l'attente. Parce que dès qu'on est dans l'attente, si ça vient pas suffisamment tôt, on va être dans la frustration. Et des fois, c'est non seulement ça vient pas, mais quand ça vient pas de la manière dont on veut. Donc, il y a une forme d'exigence aussi sur la manière dont on veut le recevoir en retour. Et donc là, c'est frustration et conflit assuré. Parce qu'à un moment donné, quand tu es frustré, parce que non seulement tu reçois pas au rythme que tu veux, mais en plus de la manière dont tu veux. Faut lui donner un mode d'emploi, voilà. Et puis je suis sûre que le mode d'emploi sera même pas, tu vois, ça jamais exactement en fait, même comme on aimerait. Ça dépend des langages de l'amour aussi. Enfin, tu vois. Oui, tout à fait. Parce que même des fois on se dit ah mais c'est pas comme ça que j'avais envie de recevoir, mais en même temps est-ce qu'on sait clairement de la manière dont on veut recevoir? Des fois c'est pas clair non plus. Mais en tout cas c'est vraiment important aussi de pouvoir se donner, donc apprendre à s'écouter, apprendre à se comprendre, apprendre à s'aimer, apprendre à se faire confiance. Et ça, le nombre de fois où on dit bah oui, c'est bien beau, je l'entends partout, Aurélie, apprendre à s'aimer, apprendre à se faire confiance. Mais c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Ça demande, c'est des nouvelles habitudes à mettre en place. Ça demande aussi des fois un gros travail de déprogrammation au niveau des croyances limitantes par rapport aussi à l'enfance qu'on a eue. Des fois, il y a des traumatismes, il y a des blessures qui ont engrammé ça à l'intérieur de nous et qui fait que c'est compliqué. Des fois, on a des automatismes où on se dit « Oh là là, j'ai réagi de cette manière. Je me rends compte de ma connerie au moment où je le fais, mais c'est plus fort que moi. » Alors, par exemple, donne-nous un exemple là. Par exemple, tu vois, j'ai plein de clientes qui me disent « Ah bah là, tu vois, mon partenaire m'a fait une réflexion. Tout de suite, je me suis mis sur la défense à vouloir me justifier. Ou alors, tout de suite, je suis rentrée dans une colère et j'ai commencé à l'attaquer. Ou alors, je me suis mise à pleurer. Je suis allée dans ma chambre et j'ai broyé du noir toute la journée. » Ça, c'est des automatismes. Il y en a des fois, on en prend conscience. On sait que ça nous fait pas du bien, ni à nous, ni à notre partenaire. Et pourtant, c'est plus fort que nous.
ça, c'est instinctif, quoi. C'est automatique, ça sort. Et donc, c'est possible de déprogrammer. Donc, c'est ce que bien sûr. Bien sûr, voilà. c'est possible de déprogrammer et très rapidement. Moi, j'ai des clients qui ont fait 1 an de thérapie, 2 ans de thérapie, qui me disent Aurélie, la problématique n'est toujours pas réglée. Moi, en 2-3 mois, je peux régler certaines problématiques de mes clientes parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'attendre des années pour régler des choses et même des gros traumas. Hein. Donc, aujourd'hui, il y a des outils qui sont formidables, il y a des processus qui sont formidables et qui permettent de faire des choses extraordinaires. Donc, c'est ça aussi la beauté et l'espoir que je donne aussi aux femmes qui prennent un premier rendez-vous avec moi, un call. C'est que quand elles sortent au moins du call, qu'elles se disent « Ah ouais, en fait, c'est pas si désespéré que ça, ma problématique. » Et ça, c'est important aussi de savoir. Ça, c'est clair. Et puis, je trouve, tu vois, dans tout ce que tu dis, c'est vraiment… bon, déjà, merci pour toutes les étapes que tu nous as données. Il y a vraiment cette notion de se dire, mais en fait, c'est peut-être une vraie opportunité ce que je vis là. Le fait que ce soit miroir grossissant sur des failles qui étaient peut-être déjà là, si celles qui nous regardent, c'est ce qu'elles vivent. Dire, bah, en fait, OK, c'est peut-être une vraie opportunité pour aller de l'avant, pour peut-être changer. Dire, c'est peut-être pas l'autre complètement le problème. C'est comment moi, je peux changer aussi ma perspective par rapport à ce qui se passe dans la relation, parce qu'on joue un jeu relationnel à deux, hein, qui pouvait nous aller pendant des années, qui peut être le duplicata de ce qu'on a pu voir dans notre enfance, comme tu dis, de réitérer voilà, des traumas, parce que c'est l'habitude, c'est le confort, même si c'est très inconfortable. Et en effet, voilà, de pouvoir aller de l'avant. Super, je te remercie beaucoup, Aurélie. Je vois qu'on a 2 questions. Donc, voilà, et en attendant d'ailleurs, je sais que tu as, pour redéfinir, tu avais défini le reproche, il me semble, et le jugement et la critique. Est-ce que tu pourrais me donner un autre exemple concret ou un autre exemple concret en plus des reproches, critiques, jugements? Bah, là, c'est ce que tu avais donné. D'accord, c'était pour être sûr que tu avais bien… ouais, c'était donc les 3 que tu avais donnés. Tu laisses traîner tes affaires. C'est ça, parce que c'était pour bien savoir si c'est un reproche différent d'un jugement ou d'une critique. Après, tu vois, c'est des trucs… Parce que c'est trois facteurs de conflit. Le problème, c'est qu'en plus, on les utilise dans plein d'aspects de la vie. Ça peut être par rapport à la gestion de l'argent, parce que ça, c'est un sujet de conflit. Ça peut être par rapport aux enfants. Ça peut être par rapport aux sorties, à la famille, à la belle famille, les tâches ménagères. Et tout ça, on peut utiliser les 3, par exemple, rien que ces 3 activateurs de conflit, on peut les utiliser pour chaque sujet. Et moi, je dis, là, j'en ai donné les 3 principaux, mais il y en a plus de 11. Donc, t'imagines la quantité de choses qu'il est possible d'activer dans la relation en une seule journée si on traite l'un de ces sujets, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est évident, c'est évident. Et d'ailleurs, une autre clé que je peux donner, c'est si vous voyez que votre partenaire commence à s'énerver, à se braquer ou prendre la fuite, le meilleur moyen aussi pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe chez lui, pourquoi il réagit comme ça, parce que c'est ça, souvent on a un problème de compréhension, c'est de se mettre à sa place et de se dire, OK, si c'était moi qui recevais cette réflexion que je viens de faire, ou qui recevait ce message, ou qui était face à moi, la manière dont je me comporte, comment je réagirais à sa place? Et ça permet aussi de prendre du recul pour essayer de voir, OK, cette réflexion que je viens de faire, là, si c'était moi qui la recevais, bah, c'est vrai que je me rends compte que ce serait pas cool. J'ai envie de fuir. Ah bah mince, c'est aussi un activateur. C'est là où on s'observe en permanence, tu vois. Mais c'est sûr, je suis d'accord avec toi. Vraiment, cette question un petit peu d'empathie aussi par rapport à l'autre quand on reçoit un reproche, un jugement, en effet. Alors, sans plus attendre, parce que je vois qu'il est 10h59, je veux vraiment aussi honorer ton temps, Aurélie. Si c'est OK pour toi d'avoir quelques minutes en plus pour répondre, parce que je vois qu'il y a plusieurs questions qui sont tombées. Merci beaucoup. Alors, merci pour cet échange, mesdames. Voilà. Petite astuce pour trouver le meilleur équilibre entre trop communiquer et tolérer les différences. Donc, trop communiquer et tolérer les différences. Merci pour la question. Alors, après, les différences, c'est un vaste sujet. Je pense que ça passe aussi par, justement, comme la communication. Alors, le fait de trop communiquer, c'est simple. Tu le vois rapidement au niveau du partenaire. C'est important aussi de pouvoir vérifier un peu le langage verbal de l'autre. Parce que on voit, tu vois, on sent quand l'autre commence à se refermer un petit peu, il y a des froncements de sourcils. Si on sent commence à y avoir un agacement ou ce genre de choses, là, on sait qu'on dépasse une limite par rapport à l'autre. Donc, c'est important aussi, par rapport à la communication,
de pouvoir avoir ce réflexe de demander au partenaire s'il est disponible déjà pour discuter. Ouais, c'est ça. Parce que souvent, on rentre dans un sujet de discussion alors que l'autre est préoccupé, peut-être par le travail, par je sais pas, une activité ou une discussion qu'il a eue avec un collègue ou un ami. Donc, il y a des préoccupations mentales, des choses qui ne se voient pas en apparence. Donc, c'est important d'aller vérifier, de demander est-ce que tu es disponible. Et puis aussi, tout simplement, parce que l'autre est occupé en train de faire autre chose. Donc, pour moi, la communication, ça passe aussi par vérifier déjà en amont si l'autre est disponible pour pouvoir pleinement nous écouter. Et ça évite aussi d'autres conflits, hein, comme par exemple, ah, mais ça fait 3 fois que je te le dis, vraiment, tu m'écoutes pas. Bah ouais, mais les fois où tu as dit ça à ton partenaire, est-ce que vous étiez bien face à face, posés l'un en face de l'autre, ou est-ce que tu as dit ça en coup de vent pendant que tu étais en train de faire la cuisine et lui, il passe vite fait dans la cuisine, par exemple. Tu vois, c'est important aussi de vérifier ça. Donc, la communication, c'est de trouver, pour moi, déjà, dans un premier temps, plus le bon moment, le bon cadre pour pouvoir communiquer avec l'autre. Ouais, et après, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Et après, il y a l'accueil pour ce qui est de l'accueil de la différence. Ça peut être la différence de rythme. Par exemple, moi, je parlais de ce sujet-là il y a pas très longtemps. Mon partenaire est un extraverti. Moi, je suis une introvertie. Donc, je vais plus me ressourcer dans la solitude et le calme, tandis que lui va se ressourcer dans les interactions sociales. Donc, j'adore les interactions sociales, mais à petite dose. Ouais. Donc, ça peut être une différence culturelle, ça peut être une différence de rythme, ça peut être une différence dans la manière dont on voit les choses par rapport à différents points de vue. Donc, c'est intéressant aussi de poser la question, bah tiens, toi, tu as réagi comme ça, ou je vois que la manière dont tu traites le sujet, c'est pas la même que moi, et c'est donc d'accepter que l'autre ne pense pas de la même manière ou ne réagit pas de la même manière, ne voit pas de la même manière, mais en se disant que c'est pas grave si on n'est pas d'accord, en fait. L'important, c'est surtout de se comprendre. Ça, c'est important ce que tu viens de dire. C'est pas grave si on n'est pas d'accord. Le plus important, c'est de se comprendre. C'est ça. On peut s'aimer en toute tolérance, en fait. C'est ça. C'est d'accepter. C'est d'accepter qu'on fonctionne pas de la même manière et du coup de se poser la question, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, comment on peut faire pour que justement chacun soit content. Ouais, exact. C'est ça. Et puis c'est aussi, dans ce que tu dis, ce qui est très juste, je trouve, c'est comme je me connais mieux, je connais mieux ma différence. Enfin, l'autre fait miroir. Donc, tiens, lui, il est dans que chacun puisse aussi exprimer sa différence. On dit, bah, tu vois, j'ai remarqué cette différence, de pouvoir la valider, enfin, pas la valider, mais de pouvoir la communiquer à l'autre, en fait. Ouais. Dans la connaissance du couple, etc. Donc, super. Alors, j'ai plusieurs questions. C'est, écoute, qu'est-ce que l'EFT? J'ai 2 questions qui demandent quel est l'EFT? Voilà. L'EFT, c'est une technique de libération émotionnelle qui a plus de 30 ans. Et à la base, elle est là pour aider à débloquer des traumatismes. Donc, ça peut être des traumas, des souvenirs traumatiques par rapport à l'enfance ou même récents. Hein. Mais en tout cas, ça aide la personne à se libérer des traumas. C'est-à-dire que en une séance ou 2, elle a cette capacité par rapport à un souvenir traumatique de pouvoir y repenser, mais sans qu'elle soit touchée émotionnellement. Parce que j'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir, par exemple, tu vois, il y a de la dépendance affective, donc énormément peur de l'abandon, énormément peur du rejet, et ça c'est lié des fois lié à un abandon ou à un rejet qu'elles ont vécu durant l'enfance, par exemple. Ça peut être un accident de voiture, bref, j'en sais rien. Souvent, quand on a des souvenirs comme ça et on est hyper émotionnel, rien que d'y repenser, alors que ça fait des années que ça s'est produit, eh bien, l'EFT, il est capable en une séance ou 2 séances à réussir à repenser aux souvenirs, mais sans que on ait un impact émotionnel désagréable ou négatif. Donc, ça peut libérer les traumas, ça peut libérer des phobies. Et moi, ce que j'enseigne essentiellement aussi à mes clientes, c'est que grâce à cette technique, on peut se libérer de douleurs physiques, corporelles, et on peut se libérer en quelques minutes d'émotions comme la colère, l'angoisse, la peur, le stress. Et c'est immédiat, en fait. C'est comme une technique d'acupuncture douce par système de tapotement sur le corps. Et moi, je leur transmets ça. Ouais, super. Et puis, c'est vrai que ça permet tout de suite d'avoir une nouvelle perspective pour avoir moi-même testé l'EFT, enfin, tu vois. Dire, en fait, j'ai une nouvelle vision, je me sens plus claire et je réagis moins par rapport à quelque chose, tu vois. Et c'est là où ça change tout, quoi. Enfin,
ça change toute la réalité qu'on vit. Donc, vraiment, c'est très Oui, puissant. tout à fait. Parce que rien qu'avec le FT, en allant nettoyer ou guérir certaines blessures, certains traumas ou certains souvenirs, justement, on rentre aussi dans ce principe de déprogrammer des croyances limitantes, déprogrammer des automatismes de comportement qui étaient liés à des souvenirs traumatiques. Donc, c'est une technique qui est fabuleuse. Et moi, j'ai certaines de mes clientes qui utilisent cette technique pour, du coup, mieux gérer leurs émotions parce que elles sont hyper sensibles, hyper émotives. Et donc, du coup, souvent, c'est des émotions débordantes qui les envahissent. Donc, moi, je les aide à utiliser la technique. Et certaines ont des enfants et transmettent la technique à leurs enfants pour que eux aussi, dès tout petits, puissent être rapidement autonomes dans la gestion des émotions. Et puis, tu sais, c'est vraiment, si on gère nos émotions, on change notre vie en général, notre qualité de vie en fait. Parce que, voilà, on se sent plus ancré, plus serein. Donc évidemment, we change the game. Enfin, c'est un peu ça qui me vient en anglais, mais c'est vraiment ça. Et moi, j'utilise aussi l'EFT sur moi et ça m'a énormément aidé. Ça m'aide encore. J'en ai encore fait ce matin en me levant. Donc puis c'est un outil en plus qui est génial, Aurélie, parce que c'est un outil après qui permet d'être autonome. Tu vois, toi, tes clientes, elles l'utilisent, elles peuvent sur leurs enfants. Donc ça, c'est vraiment puissant. Alors une dernière question, une avant. Il y a marqué évitement et indifférence sont-ils des activateurs? Évitement et indifférence, bien sûr. Bien sûr, à un moment donné, quand on a quelque chose, un sujet sensible qui nous touche, qu'on a envie de partager, qu'on a sur le cœur, et que l'autre est constamment dans l'évitement ou l'indifférence, c'est horrible. Ça vient toucher émotionnellement. Alors bien sûr, c'est aussi de se dire si l'autre est dans l'évitement ou l'indifférence, c'est une protection. C'est parce que lui aussi, la personne en face de nous, elle aussi, elle a peut-être probablement des blessures, elle a des appréhensions, elle a des peurs, et c'est une manière de se protéger. Donc après, c'est comment gérer soi-même ses propres émotions pour pouvoir rentrer en relation avec l'autre et faire en sorte qu'il puisse enlever ses carapaces. Souvent, c'est lié aussi à la communication. C'est parce que il y a tellement eu une manière de fonctionner en termes d'habitude où on utilise les reproches, les critiques, les jugements, qu'à un moment donné, certaines personnes en viennent à appréhender la communication à cause justement des activateurs de conflit ou à cause des conséquences que ça va engendrer cette communication qui est en général cris, disputes, pleurs, etc. Ouais, c'est clair. Et après, je pense que le défi, c'est aussi quand nous, on commence à être vraiment cette communication, tu vois, plus bienveillante avec l'autre, c'est qu'on emmène l'autre vraiment dans cette, enfin, tu vois, comme tu dis, par effet miroir, par inspiration, et puis de pouvoir communiquer là-dessus. Oui. Super. On avait une dernière question, par contre, j'ai du mal à la comprendre. Alors, si celle qui a pu, sinon, tu pourras peut-être y répondre à un autre moment selon le temps qui est imparti pour toi. Tout ne doit peut-être pas. Alors, tout ne peut être pas un sujet de com. Donc, j'imagine que tout ne doit pas être peut-être un sujet de com. Certains sujets peuvent relever du détail. Alors, je comprends peut-être pas toute la question. Je sais pas si Aurélie, toi, peut-être que tu as. Certains peuvent relever du détail. Si la personne, si c'est toi qui a écrit la question, est-ce que tu peux nous préciser, rapidement dans. Oui, pour avoir un exemple concret, comme ça, moi, je peux répondre hyper concrètement. C'est ça, un exemple concret. Et puis, Aurélie, de toute façon, est sur le groupe. Donc, si tu peux, si je sais pas, si tu as cet exemple concret qui vient un peu plus tard, n'hésite pas à taguer Aurélie, tu vois, au besoin. Ouais, ou à m'écrire en MP. Exactement. Ah oui, merci beaucoup. Donc, trop communiquer sur trop de sujets. Trop communiquer sur trop de sujets, je ne sais pas si on peut dire qu'on communique trop à partir du moment où on communique avec les bons outils, qu'on communique avec les bonnes bases. Moi, aujourd'hui, je sais que dans ma relation de couple, on peut vraiment parler de tout, parce que aussi, on a cette capacité à pouvoir se dire les choses dans l'authenticité et la bienveillance, justement, sans utiliser les activateurs de conflit. Et c'est important aussi de pouvoir communiquer surtout dans la relation de couple. Après, je mets un point de vigilance là-dessus aussi, parce que c'est vrai qu'il y a des fois où on peut trop communiquer dans le sens où
on peut avoir le droit aussi à avoir son petit jardin secret. Par exemple, moi, dans ma relation passée, dans une de mes relations passées, j'angoissais très souvent parce que j'avais un partenaire, par contre, là, qui était, entre guillemets, trop communicant pour moi, dans le sens où il me partageait la moindre de ses émotions, la moindre de ses pensées. Et parfois, c'était déroutant parce que pendant 5 minutes, il allait avoir une pensée qui le traversait ou il allait remettre, par exemple, tu vois, notre relation de couple en cause parce qu'il y a d'autres choses qui vont pas dans sa vie. Mais lui, il me partage ça dans l'instant. Moi, j'étais touchée émotionnellement parce que forcément, remettre la relation en cause, c'est un peu perturbant. Ben oui. Et donc, moi, je restais là-dessus. Et après, je l'angoissais. Mais c'était à l'époque aussi où j'avais pas encore travaillé ma dépendance affective. Donc, la moindre chose, la peur de l'abandon s'activait direct. Ah ouais. Et ensuite, au bout de plusieurs heures, j'étais pas bien. Et je venais vers lui en disant, je suis pas bien. Est-ce que c'est possible que tu prennes un temps pour qu'on échange? Et il me dit, ah non, mais ça y est, c'est passé. Ah bon? Et là, je lui dis, quoi? Oh là là. What? Et je me souviens qu'à l'époque, j'étais avec un partenaire. Il remettait en question notre relation tous les trimestres. D'accord. Ah ouais. Donc Et donc, je vivais un ascenseur émotionnel. C'était horrible. C'était horrible. Donc, il y a des choses comme ça. C'est aussi de se poser la question, ce que j'ai envie de partager aussi à l'autre, est-ce que ça va dans le sens de nourrir le couple ou pas? C'est une question très puissante là que tu viens de poser. Oui, c'est une question très puissante. Donc, pour moi, on peut parler de tout dans le couple. On peut dire beaucoup de choses, exprimer beaucoup de choses, mais de se poser la question aussi de cette réflexion que j'ai par rapport à l'état émotionnel que je ressens, parce que souvent on dit des choses aussi qui sont liées à un état émotionnel, mais dès qu'on switch d'état émotionnel, cette problématique n'a plus lieu d'être, ou cette pensée n'a plus lieu d'être. Donc, c'est d'être vigilant aussi quand même avant de dire les choses au partenaire. Est-ce que ça va dans le sens de nourrir la relation ou au contraire, est-ce que ça va nous éloigner? Et tu vois, là-dessus, Aurélie, moi, ça me rappelle un moment où, quand j'étais en couple et j'avais pas encore conscience de ma blessure de l'abandon, eh bien, j'étais souvent à lui demander et tes ex, et comment ça s'est passé, et poser beaucoup de questions sur son passé. Mais en fait, tu vois, ça ne nourrissait pas du tout la relation. Au contraire, c'était plus une insécurité qui me faisait poser la question qu'une envie de nourrir la relation, comme tu Ah oui. proposes, tu vois. Donc, c'est aussi d'être, quand tu parlais de mindfulness tout au début, l'auto-observation, en disant, mais ok, ça va porter quoi en fait cette question? Et ça va venir nourrir quoi? Est-ce que c'est mué par une peur ou c'est mué par l'envie de grandir à deux en fait? Oui, c'est ça. Et puis souvent, en plus, en général, ce genre de questions qui viennent en général d'un état de peur, d'angoisse ou d'appréhension, souvent la réponse, on se dit, j'aurais pas dû poser, quoi. Parce que à un moment donné, quand tu as cette blessure d'abandon ou cette blessure de rejet qui est liée à une dépendance affective, quand tu poses la question, si le partenaire te répond franchement, soit il perçoit que tu es dans ta blessure et donc il a quelque part cette forme d'intelligence d'envelopper la chose, ou alors il va te répondre cash, et puis là tu vas rentrer dans une comparaison vis-à-vis des ex ou des autres femmes, et tu t'en sors pas. Pareil pour la jalousie. Il y a une période de ma vie où j'ai été jalouse, mais parce que j'étais en totale insécurité. Mais voilà. Et du coup, c'était des angoisses, c'était des peurs, c'était de la tristesse, c'était de la jalousie, c'était horrible. Donc la dépendance affective, c'est quelque chose qui ronge de l'intérieur et qui peut amener à des gros clashs dans le couple et d'énormes souffrances. Parce qu'il y a ce truc d'un moment donné, c'est ce qu'on avait déjà eu comme sujet, c'est par peur d'être abandonné ou d'être rejeté, on va énormément donner à l'autre au point de complètement s'épuiser et s'oublier dans la relation. Moi, je travaille avec des femmes qui me disent, je sais plus qui je suis, je sais même plus ce que j'aime. Je ne me reconnais plus, j'ai plus d'identité en fait. J'ai trop vécu pour l'autre, mais à trop donner, l'autre se sent étouffé et va vouloir fuir, il va vouloir prendre de la distance. Mais comme l'autre prend de la distance, on va vouloir donner encore plus, l'autre va partir encore plus, et là on rentre dans une espèce de spirale infernale. Et si on casse pas cette boucle, bah c'est souvent la rupture ou le divorce assuré. Et le problème, c'est que ça se rejoue dans une autre relation si c'est pas guéri. Donc, il faut être vigilant à ça. Il faut être super vigilant. Et quand tu en parles, toi, c'est vraiment penser à l'autoprophétie réalisatrice, tu sais. Ça va être comme le dernier mec, c'est sûr, il va me quitter. Et donc, on rentre dans la sécurité et on va, sans faire exprès, co-créer les conditions pour que la personne nous quitte, en fait, en étant tellement à chercher son attention par l'insécurité.
Et puis, ça va venir. Donc, c'est ce qui est en fait puissant dans ce qu'on vient de dire aujourd'hui. Et merci pour toutes vos questions. Je vois qu'il est 11h15. On a dépassé largement notre temps. Et Aurélie, merci pour ta générosité de partage avec nous. Je pense que, tu vois, là, j'ai eu un petit mot tellement vrai. Mille merci pour ce forum. Donc voilà, c'est super de vous avoir avec nous. Puis il y aura le replay de toute façon après qui va continuer sur le groupe. Mais vraiment, je trouve dans ce que je retiens de ce que tu vas dire, c'est que l'opportunité est là pour grandir, soit en tant que femme. Tu vois, c'est vraiment l'idée de prendre sa place en tant que femme. Et justement, en prenant sa place en tant que femme, c'est aussi capable de pouvoir prendre sa place dans son couple et d'emmener son couple à un niveau en fait supérieur. Et grâce à ce miroir grossissant, grâce à cette connaissance de soi bienveillante que toi tu proposes tu vois, dans tes services. Et d'ailleurs, pour aller plus loin avec toi, il y a ton webinaire justement comment communiquer de cœur à cœur avec son partenaire. Voilà, si pour toutes celles qui sont intéressées, Aurélie, n'hésite pas à en toucher un mot par rapport au webinaire. Ouais. Bah écoute, je pourrais te donner le lien de manière à ce que, je sais pas, tu puisses le partager. Oui, avec grand plaisir. Je partage aux filles. Donc, ce webinaire, en quelques mots, qu'est-ce qu'il donne comme, tu vois, une idée ce webinaire, il partage plusieurs choses. Il partage en général les erreurs qu'on a tendance à faire et qui font qu'à un moment donné, le partenaire s'éloigne de nous et que ça peut même en arriver jusqu'à la séparation ou le divorce. Donc, il y a des grosses erreurs que la plupart des gens en couple font sans se rendre compte et qui créent à un moment donné cette séparation par épuisement, par incompréhension. Ouais. Il y a le fait aussi de partager justement des clés pour avoir une meilleure communication, pour justement diminuer les conflits. Et puis aussi cette histoire aussi de ce réservoir d'amour en fait. Ce réservoir d'amour qu'on a tendance à oublier de remplir et où on a cette tendance justement à remettre les clés de notre bonheur dans les mains du partenaire pour qu'il le fasse lui. Mais c'est pas son rôle. Donc, comment communiquer de cœur à cœur avec son partenaire, pour moi, c'est une des grandes clés de réussite d'un couple, parce que pour pouvoir communiquer de cœur à cœur, ça nécessite d'abord de pouvoir s'écouter, se comprendre et se connaître. Et donc, prendre soin de soi. Donc, c'est tout ça que je partage dans ce webinaire et régulièrement, parce que j'ai plus de 3000 ou 4000 personnes qui ont déjà vu ce webinaire et qui, beaucoup me disent, il y a de l'espoir aussi en regardant ça à la fin, parce que j'ai beaucoup de femmes qui sont en recherche de sauver leur couple parce que il y a déjà eu cette idée de séparation qui a été abordée, ou en tout cas, c'est très, très conflictuel et très compliqué. Et de se dire que oui, il y a de l'espoir, il y a des solutions et rien n'est perdu. Complètement. Puis je vais ajouter que moi, j'ai suivi un des programmes, ton programme, Aurélie, en fait. Et ça m'a beaucoup aidé justement quand j'avais rencontré donc quelqu'un pour pouvoir comprendre aussi comment encore mieux communiquer avec l'autre, etc. Donc vraiment, pour toutes celles qui sentent que c'est le moment par rapport à leur relation de couple de mettre la seconde, la troisième, de donner une chance d'aller encore mieux ensemble, ben vraiment déjà écoutez le webinaire pour avoir toutes ces clés et puis prenez rendez-vous vraiment avec Aurélie parce que voilà, elle pourra vous donner son expertise sur ce que c'est d'être en reliance avec soi et puis avec l'autre aussi. Oui, tout à fait. En tout cas, ce qui est important aussi là-dedans, c'est vraiment le passage à l'action. Parce que je remarque qu'une des erreurs qui est beaucoup faite aussi, c'est de rester passive. Avec cette croyance de se dire que c'est qu'une question de temps, à un moment donné, ça va aller mieux. Mais le problème, c'est que si aujourd'hui le couple est en crise ou qu'il y a des gros conflits, c'est parce que c'est lié aussi à notre manière de fonctionner, qui sont liés à nos programmes, qui sont liés aussi peut-être au fonctionnement du partenaire, et que c'est pas le temps qui va arranger les choses si vous continuez de faire ce que vous avez toujours fait, qui ont amené déjà ce résultat de crise. Donc c'est important, si la crise pointe le bout de son nez ou que vous êtes là-dedans, d'agir en fait. Oui, et puis tu vois, là-dessus, je dirais de pas attendre parce que, moi, j'étais la première il y a des années de ça à attendre que vraiment moi-même, j'allais pas bien pour aller voir enfin un psychologue ou voir quelqu'un pour m'aider. Mais en fait, dans le couple, c'est pareil, c'est se dire, mais n'attendez pas que ce soit vraiment la crise avec un grand C, où il va falloir vraiment amener à être encore plus dans le travail, dans les profondeurs, les bases, et où il y aura plus de blessures. C'est vraiment se dire, dès que je sens que j'ai des choses sur lesquelles je peux avancer, améliorer dans ma relation, je me donne tout de suite l'opportunité d'aller de l'avant et de mieux comprendre mon couple et de mieux l'aimer, en fait.
Ouais. Et ça, c'est compliqué, hein. C'est vraiment une question aussi de cerveau reptilien. C'est que souvent, on agit vraiment dans l'urgence quand on se sent véritablement en danger. Et j'ai eu le cas d'une femme qui était venue à moi, qui était plus dans ce mode de ça va pas dans mon couple, mais c'est pas encore la fin, tu vois, entre guillemets. Ouais, Et elle m'a dit, bah non, je vais réfléchir, je verrai plus tard. Elle est revenue 6 mois après pour me dire, Aurélie, là j'ai vraiment besoin d'aide parce qu'on a parlé, on a envisagé la séparation. Donc des fois, ça nécessite d'être vraiment au pied du mur pour agir. C'est dommage, mais parfois il faut en arriver là. Et le problème, c'est que plus on attend la dernière minute, et plus c'est compliqué aussi de faire marche arrière. C'est possible, exactement. Mais c'est compliqué. Donc c'est important aussi de pas attendre la dernière minute quand il y a quelque chose qui cloche. Surtout si vous savez que il y a de la dépendance affective, il y a des peurs de l'abandon, il y a des peurs du rejet. Ça, c'est pas quelque chose qui va partir en un claquement de doigts. Donc c'est vraiment important de pouvoir faire le travail nécessaire. Parce que si c'est pas pour vous, faites-le aussi pour vos enfants. J'ai beaucoup de femmes aussi qui viennent me voir en me disant, Aurélie, je suis tellement mal dans ma relation de couple, je vois que mes enfants souffrent de nous voir dans cette situation. J'ai pas envie de leur refiler des croyances limitantes ou leur montrer une mauvaise image de ce qu'est la relation de couple. Donc, des fois, il y a aussi cet élément moteur que les femmes veulent faire le travail plus pour leurs enfants que pour elles. Tu vois ? Ouais. Non, mais c'est sûr. Et puis, moi, je crois aussi, je suis une fervente croyante, enfin, vraiment de me dire que tout ce qui ne sera pas géré dans ce couple-là va devoir l'être dans le prochain couple. Parce que la vie est juste, la venue veut du bien, elle va nous faire travailler les croyances qu'on a, on a du mal à communiquer, on a du mal à parler de nos émotions, à mettre nos limites avec bienveillance avec l'autre, à nous faire du bien. Bah, si c'est pas ce couple-là, pourquoi ne pas utiliser ce couple-là, en fait, même, tu vois ? Dire, bah, ce couple-là, il a été donné, il a été créé, ça prend du temps, de l'énergie, de l'amour, c'est un vrai investissement. Bah, allons, utilisons cette opportunité pour pouvoir aller ensemble, tu vois, grandir ensemble. Et déjà, me grandir moi. Après, à deux, on fera d'autres mieux. Mais tu vois. Ouais, moi j'ai par exemple Laetitia, là, une de mes clientes. On a démarré l'accompagnement, la procédure de divorce était lancée. Son mari avait lancé la procédure de divorce, donc elle jouait le tout pour le tout entre guillemets. Et en fait, grâce à l'accompagnement, elle a compris énormément de choses. Elle a eu beaucoup de déclics. On a fait un travail de déprogrammation. On a vraiment travaillé aussi sur sa manière de communiquer, sa manière de réagir et de se comporter. Et ce qui est génial, c'est que quand on démarre de l'accompagnement, c'est qu'en fait, la transformation intérieure a systématiquement un impact sur l'autre. Donc, il n'y a pas besoin que l'autre fasse le travail. Le travail qu'on amorce nous-mêmes déjà a un impact sur le partenaire. Et au bout de quelques semaines, dans cette transformation, parce qu'elle avait vraiment cette volonté d'y arriver, son mari a stoppé la demande de divorce. Et aujourd'hui, j'ai eu un échange avec elle encore hier. Elle me disait, au final, j'ai pris conscience que j'allais faire une grosse connerie en lançant cette procédure de divorce avec mon mari, alors que il a des qualités extraordinaires. C'est juste qu'on ne se comprenait pas, qu'on n'avait pas le même rythme, on n'avait pas la même manière de fonctionner, donc cette histoire de différence aussi. Et que tout ça, ça a permis qu'ils puissent mieux se connaître, mieux se comprendre. Et au final, aujourd'hui, elle dit, mais c'est le couple dont j'ai toujours rêvé, et la vie de famille, parce qu'ils ont 2 enfants. Donc, c'est le couple et la vie de famille dont j'ai toujours rêvé, et j'ai failli louper ça. Parce que justement, j'ai fait des erreurs, parce que j'étais dans mes croyances limitantes et dans des programmes qui étaient plus forts que moi. Et qui me sabotaient. Là, tu vois, c'est vraiment c'est puissant parce que le puissant vient souvent là aujourd'hui parce que c'est vraiment ça. Mais en fait, on est tellement co-créateurs de notre réalité. Enfin, toutes les deux, on lit le livre de Joe Dispenza, Devenir super conscient. C'est Aurélie qui d'ailleurs m'a inspirée à lire ce livre. Et je suis qu'au début, hein. Mais en tout cas, c'est ça, c'est dire, bah, on n'est pas victime de ce qui se passe en fait. Hein. On attire, on co-crée nos réalités de vie. Alors des fois, ça peut paraître extrême, évidemment, mais c'est-à-dire qu'il y a une partie de nous qui a besoin de transcender. La relation est là pour nous faire guérir. Donc, si ce qui se passe là, c'est justement dire comment je peux transcender ça grâce à des outils. Donc, Aurélie, tu parlais de l'EFT, tu parles voilà, de la communication bienveillante. Il y a plusieurs étapes, mais donc voilà. Donc, super. Mais écoute, c'était très riche, très. Vraiment, j'adore discuter avec toi. Je pense qu'on pourrait parler des heures. C'est une évidence. Vraiment.
Puis en plus, on a eu de la chance avec Aurélie de faire des ateliers aussi à Lyon. J'espère qu'on pourra en refaire un jour, on verra. Ouais. Pourquoi pas en virtuel d'ailleurs, à voir. Voilà, mais en tout cas, pour toutes celles qui ont envie d'aller plus loin, je vais mettre le lien vers le webinaire d'Aurélie pour avoir toutes ces clés précieuses, pour pouvoir mieux communiquer avec son partenaire, surtout maintenant, donc en temps de confinement, comme on disait, ça peut être vraiment une opportunité pour vous. Voilà, donc ça c'est une première chose. Et puis j'inviterai toutes celles qui nous suivent aujourd'hui et toutes celles qui nous suivront un mot-clé de ce qu'elles vont retenir en fait de ce qu'on a pu partager avec Aurélie et de leur ressenti. Voilà, dans la petite barre de commentaires. Donc une notion clé et un ressenti. Comment vous vous sentez à la fin de cette interview avec Aurélie? Partagez avec nous. Et puis toi Aurélie, comment tu te sens à la fin de notre Moi, énergisée, hein. Dès que j'ai l'occasion de pouvoir transmettre, moi je ressors à chaque fois hyper joyeuse, hyper énergisée aussi de ces échanges, parce que le sujet du couple et de l'amour, c'est un sujet qui me passionne. Et de par mon expérience de toutes ces années, que ce soit tant personnelle que professionnelle, ça me tient énormément à cœur de pouvoir transmettre ça un maximum, parce que moi j'ai galéré, mais pendant des années à vouloir travailler seule sur moi et me dire je vais y arriver seule, à accumuler des outils de développement personnel, lire 10 000 bouquins, regarder X vidéos, et à un moment donné de me dire que j'étais complètement paumée dans tout ça et que j'avais besoin d'avoir un protocole, tu vois, très clair sur comment me sortir de ma dépendance affective, comment communiquer avec mon partenaire. Et ça, c'est pas en lisant un livre ou en regardant une vidéo gratuite qu'à un moment donné, on fait ce travail en profondeur. Tu vois, ce que tu me dis, bon, on pourrait rebondir pour longtemps, mais c'est vraiment, tu vois, la notion de consommer. Ouais, c'est clair. Non, mais consommer du développement personnel et le vivre comme un état, comme un style de vie. Tu vois, l'intégrer, l'implémenter, dire oui, j'ai lu des livres, c'est trop bien. Ouais, super. D'ailleurs, c'est très bien. Je veux dire, tant mieux, faut se documenter. C'est comment je peux l'intégrer, tu vois, appliquer tout ce processus dont tu parles. Enfin voilà, et de pas attendre la dernière limite pour enfin se faire accompagner. Ça, c'est un peu l'image, tu sais, de la médecine chinoise. C'est-à-dire qu'ils sont là pour prévenir plutôt que guérir, tu vois. Donc, tout à fait. Tous voilà, des adeptes de cette mouvance-là, en fait, de prendre soin de soi en amont, d'avoir des fondations qui sont bien solides, avec une communication qui est claire, qui est bienveillante avec soi, avec l'autre, pour vraiment pleinement rayonner dans notre vie, en fait, en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'épouse, en tant que en tant que professionnelle. D'ailleurs, ça me fait penser aussi, juste pour finir, que il y a le. Non mais là, c'est parce que tu vois, je te disais, il y a le lien du webinaire qui donne encore des clés de clarté et de compréhension, même si aujourd'hui, je pense qu'on a pas mal exploré les choses. Mais aussi, moi, j'ai mon programme phare ABC Couple Harmonieux, qui est un programme en ligne qui a déjà aidé plus de 400 femmes aussi au niveau de la communication, confiance, estime de soi. Super. Et à la base, c'est un pack complet qui est à 621 €. Et là, avec le confinement, je le fais à 97 €. Et c'est pour toutes les femmes qui sont en difficulté dans le confinement et qui veulent rapidement transformer leur relation à elles-mêmes et leur relation de couple. C'est vrai que tu vois, j'y ai pas pensé, mais là, c'est vraiment une opportunité parce que pour 97 €, c'est vraiment mon best-seller en termes de programme. C'est jusqu'à la fin du confinement, donc le 11 mai. En France, ouais. Eh ben, écoute, envoie-moi le lien. Et puis, toutes celles qui sont intéressées, en effet, c'est une super offre de pouvoir avoir des clés, en plus de faire une formation en ligne, donc la faire à son propre rythme pour se permettre d'avoir des fondations qui sont bien solides, en fait, quitte après à aller plus loin avec toi, enfin, selon là où vous en serez, vous, ceux qui nous regardent. En tout cas, c'est une magnifique porte d'entrée. Super. Ah ben oui, complètement. C'est clair, c'est clair. Oui, puis c'est un pilier qui est tellement important dans notre vie, en fait. Moi, je vois dans la roue de la vie, donc c'est un outil que je donne à mes clientes dans un de mes ateliers, J'ose vivre une vie qui m'inspire. Et un des pans, enfin, on a 8 pans, et un des pans, c'est la vie sentimentale. Et c'est vrai que ça commence, d'ailleurs, une des parties, on a dit, mais en fait, la vie sentimentale, ça commence déjà par la vie sentimentale avec moi. Comment je m'aime, en fait. Et toutes les femmes la regardaient en me disant, mais c'est vrai. Mais oui, c'est ça, c'est dire, mais comment je suis amoureuse de moi. Combien je suis in love avec moi-même, avec ma vie, avec ce que j'entreprends, avec ma vie mentale, ma vie émotionnelle. Est-ce que je suis la partenaire idéale pour cet homme que j'ai envie, ou cette femme d'ailleurs, que j'ai envie d'attirer dans ma vie? Enfin, tu vois. Est-ce que je serais déjà ma propre partenaire idéale? Ouais, c'est ça, exactement. Tu vois, là, pam, on n'est plus victime de pourquoi j'attire pas. Hein. C'est
ou pourquoi ça marche pas comme vous, c'est vraiment, vraiment une notion de responsabilisation et c'est pas évident. Franchement, ce serait beaucoup plus simple de demander à l'autre de changer, tu vois, et de blâmer la vie, etc. Mais c'est un beau chemin, la responsabilisation, parce que on rentre dans plein de possibles. Quand on se rend C'est compte la que liberté, c'est le chemin de la liberté. Exactement ça, exactement ça. Alors, dans les mots-clés, pour terminer, je vois merci à toutes les deux, c'est passionnant. Introspection, communication et amour de soi. Et ça n'est pas facile d'appliquer, petit smiley. Et quand nos discussions ne nourrissent plus le couple, mais nos propres saboteurs. Bah ouais, saboteurs intérieurs quand tu nous tiens. Exactement, c'est tout le travail que je fais aussi avec mes clientes, de pouvoir prendre plus conscience de leurs croyances limitantes. Voilà, par rapport à leur vie. En tout cas, merci beaucoup Aurélie pour ce beau partage. C'était passionnant, vraiment. Enfin, moi, j'adore entretenir avec toi sur ce sujet qui est aussi très, très passionnant. Écoute, je vais mettre tous ces liens sur la page du Cercle des femmes qui osent prendre leur place. Et puis, voilà, merci beaucoup. Est-ce que tu veux un dernier mot pour conclure? Écoute, encore une fois, un grand merci pour ton invitation, parce que moi, c'est toujours un réel plaisir de pouvoir partager, d'échanger avec toi, de dévoiler aussi des clés qui peuvent aider au niveau de l'harmonisation du couple. Et puis pour celles qui veulent aussi me poser des questions plus tard par rapport à la conférence ou même au programme ou quoi que ce soit, c'est bienvenu. Complètement. Je mettrai ton lien, de toute façon, tes coordonnées, tu vois. Ouais, super. 100% contactable. Trop bien. Bon, écoute, merci encore Aurélie, merci à vous toutes celles qui sont venues. Alors, je ne vois pas vos prénoms sur StreamYard, mais en tout cas, merci à toutes celles qui nous ont suivis, les commentaires, les questions, c'est top, ça va venir nourrir, je pense, beaucoup d'autres femmes qui vont revoir le replay en disant mais moi j'avais cette question-là aussi, donc vraiment chaque question est précieuse. Et puis je vous dis à bientôt, bon 1er mai. Ah oui, bon week-end à toutes. Ouais, moi j'oublie qu'on est 1er mai. Voilà, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures et prenez bien soin de vous. À très bientôt. À bientôt, merci beaucoup.